Dans cet enregistrement, nous allons écouter plusieurs citoyens, un micro-trottoir devant la mairie de Périgueux réalisé le 30 juin 2026 pour une manifestation contre le canon français du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Le canon français initialement prévu dans la ville de Bergerac, avec la proposition de l'ex-président de l'AOC Pécharmant, une appellation de vin local, a finalement été décalé et délocalisé dans la filature de Lille à Périgueux, avec le maire de Périgueux, Michel Cadet, qui a accepté la proposition du canon français. Ces banquets qui sont censés mettre à l'honneur les produits locaux sont vus par une certaine partie de la population comme un faux nez de partis politiques, des meetings politiques qui ne sont pas catégorisés comme tels, car le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin ne cache pas et assume complètement le fait de promouvoir l'idéologie qui permettrait de faire gagner l'extrême droite au pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a nommé par exemple François Durvy à la tête d'une de ses holdings, Optium Capital, qui organise le canon français. François Durvy étant un conseiller de Jordan Bardella du Rassemblement national. Ces infos, vous les retrouvez sur le site de l'Observatoire des multinationales, qui a réalisé un organigramme que vous retrouverez aussi dans l'article sur Radio Libre en Périgord, mais aussi sur le site de l'Humanité, un journal dont le journaliste Thomas Lemayeux a attiré les foudres du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, car il a même renommé sa holding principale, nommée Base BAD pour Base Autonome Durable 2021, il l'a renommée au nom du journaliste Lemayeux, qui enquêtait bien sûr sur le fonctionnement de son empire économique. La holding s'appelle maintenant Lemayeux Holding. Pierre-Édouard Sterrin a annoncé dépenser 150 millions d'euros sur 10 ans pour faire amener les hommes politiques qui l'entourent au pouvoir. Cet argent, par exemple, c'est sur l'organisation de différents canons français. Il y a une proposition pour Périgueux, mais il y en a eu aussi beaucoup partout en France, et notamment à Caen. Voici ce qu'on pouvait y entendre. Vous appelez Abou Mamadou, Abdelkader ou LFI, rien. Je suis appelé. Le terme de pureté qui s'accompagne avec les autres vocabulaires de reconquête ou de croisade politique. Et il y a ensuite eu des débordements dans la ville de Caen, dans la nuit du 18 au 19 avril 2026. Des vocabulaires donc qui ne correspondent pas trop à la doctrine sociale de l'Église que Pierre-Édouard Sterrin entend défendre, avec donc la dignité de la personne humaine ou des valeurs comme la solidarité, qui font partie de cette doctrine sociale de l'Église, qui a été maintes fois citée dans les conférences auxquelles il a participé avec l'Institut du Bon Pasteur sur peut-on évangéliser la politique ou comment rechristianiser l'espace public médiatique. Pierre-Édouard Sterrin qui a également parlé vouloir devenir un saint par ses investissements. Il en a parlé dans une interview de Business Angel. Et donc, il fallait que j'essaye de faire en sorte, lors de ce passage de vie terrestre, d'optimiser mes chances de devenir sain. Donc là, j'ai essayé de chercher des bouquins sur est-ce qu'il y a des méthodos, des KPI et tout, quelles sont les cases à cocher pour optimiser ses chances. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et donc, il faut trouver sa voie. Et je me suis dit, en fait, moi, les talents, entre guillemets, qu'on m'a donnés au sens biblique du terme, c'est un talent qui consiste à faire de l'argent. Pour ceux qui acceptent le canon français, on peut penser que l'argent n'a pas d'odeur. Et pour un investisseur comme Pierre-Édouard Sterrin, l'argent, il connaît bien. Otium, c'est donc un petit peu plus d'1 milliard d'actifs aujourd'hui. C'est 25% de TRI net sur les 7 dernières années. Et on a l'objectif sur Otium, à 8 ans, de passer de 1 à 5 milliards d'actifs. Et en reversant en plus chaque année 80 millions à notre nouvel actionnaire qui est le fonds de dotation. Pour arriver à réaliser ce plan de création de valeur, on va lancer de nouvelles thématiques d'investissement au sein d'Otium. On est très venture de façon historique, beaucoup de SaaS, beaucoup de DNVB, donc beaucoup de consommateurs. On a commencé à développer, on va accélérer toute la partie retailtainment, donc le retail de loisirs. On regarde beaucoup de sujets dans le secteur de l'hôtellerie à retard de CAPEX, donc un business plus classique, plus traditionnel. On va continuer également sur les sujets des petits LBO qu'on a pas mal fait par le passé. LBO qui veut dire Leverage Buy Out, rachat par effet de levier, un procédé financier qui utilise de la dette et les facilités pour avoir de la dette avec ses contacts et qui est beaucoup utilisé par beaucoup de faux retours comme Blackstone, KKR ou des fonds comme Carlyle. L'avenir dira si le réel bien commun
peut être financé par de telles pratiques. En attendant, qu'en pensent les Périgourdins? Voici un micro-trottoir réalisé devant la mairie de Périgueux le mardi 30 juin. Bonjour Mouchu, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici? Oui, je ne supporte pas ces escrocs qui gouvernent notre pensée, n'est-ce pas? Vous parlez de Pierre-Édouard Stérin qui finance le canon français? Oui, bien sûr, et puis à mon avis c'est tout lié. Ils doivent être cousins avec Einstein et tous ces... où ils trouvent leur fortune. Cousin avec Epstein peut-être pas, mais dans les Epstein Files, il y a eu 9 millions qui étaient en jeu pour le financement du Rassemblement national pendant les européennes. Il s'agit de 4,7 millions d'euros pour l'élection européenne de 2017. Et je vois que vous avez respecté le code vestimentaire. Vous êtes le seul à être venu avec un béret. Vous savez avez quel âge? J'ai que 86 ans, pas tout à fait, mais quelques jours. Je viens de l'enterrement j'ai porté le drapeau des anciens d'Algérie à l'enterrement d'un centenaire à Aja et j'ai pas changé je garde le béret. Voilà, j'avais les gants blancs. Vous étiez ancien de la guerre d'Algérie? Oui, enfin là c'est un cas particulier parce qu'il était adhérent chez les anciens d'Algérie. Et apparemment il a eu la Légion de Noir, sûrement, mais ils l'ont mis sur son cercueil, on s'éloigne du problème. Et apparemment il avait à titre de la résistance. Il était très jeune pendant la résistance. Il n'aurait pas été fusillé avec le groupe quand ils ont été pris. Les Allemands l'auraient lâché parce qu'il était très très jeune. Voilà. Toutes mes condoléances pour votre ami que vous avez perdu. Voilà, c'est pour ça que j'ai le costard. D'habitude j'avais la cravate, mais c'est pas la cravate. Là aussi je respecte parce qu'il devait y avoir le drapeau de la Légion d'honneur qui n'était pas là d'ailleurs. Et si je peux me permettre, il était dans la résistance, mais de quel côté? Du côté Action française ou des groupuscules? Là aussi il n'y a pas de côté. L'Action française c'était collabo, c'était avec les Allemands. Moi j'ai failli être fusillé par les Allemands à la frontière Ribérac à 9 mois. N'est-ce pas? Et l'anniversaire c'est maintenant, c'était la période des fouets. On a été pris avec ma mère, donc qui soi-disant était... D'ailleurs c'est des prétentions d'histoire qui sont fausses, puisque on a été pris à la frontière. La frontière était imperméable à Faille, commune de Ribérac. La ligne de démarcation, on ne pouvait pas la passer. Il ne fallait pas la passer, c'était très imprudent. En juin 1941, contrairement à ce que l'histoire dit, la résistance avait commencé. Mon grand-père était tombé d'une charrette à foin, il était mourant, paraît-il, parce qu'il s'en est bien tiré après. Il avait demandé à avoir son premier petit-fils. Ma mère, qui était née là-bas, parce que c'était sur la frontière, elle a triché avec les Allemands qui ne comprenaient pas le français, mais elle a dit « je vais chez mes cousins », bref. Et quand, à un moment donné, ils nous ont gardés toute la journée, à un moment donné, ils ont vu l'étiquette sur le vélo Gare de Thiviers, alors qu'elle venait de mentir, puisqu'elle disait je viens de la rue là-bas et je vais à la rue ici. Donc, ils ne parlaient pas le français, mais ils ont dit vous terroristes. Et ils nous ont alignés contre le mur pour nous fusiller. Donc, c'est pareil, c'est des choses qui sont cachées, mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Voilà, même si la France avait capitulé lâchement, ils avaient fui devant les Allemands, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ouais, merci pour votre partage d'expérience, je pense que c'est toujours important. Il y a aussi les mémoires de résistants qui sont diffusées le samedi sur Radio Libre en Périgord, sur la radio. Les Allemands, à un moment donné, ils n'étaient que 2000 en France. Ils ont occupé la France avec des collabos qui étaient payés. J'ai fait la guerre d'Algérie, on avait à ce moment-là des quantités énormes de barbouzes. Les barbouzes, c'était ceux qui allaient tuer leurs cousins en faisant croire que c'était le FLN qui avait tué le cousin, ou égorger le gamin de la famille en faisant... Voilà, c'était ça les barbouzes. On n'en parle pas, c'est pas si vieux que ça. Moi j'ai connu les barbouzes, j'en ai fréquenté, j'en ai retrouvé à Dordogne. Ah oui, il y a des barbouzes par exemple qui ont descendu le paquebot de Greenpeace aussi, avec Mitterrand. Et il y a aussi des barbouzes qui ont financé le terrorisme islamique en 2015. Claude Herman, ancien du Front National, qui a donné des armes au Koulibaly. Ouais. Et des barbouzes, il y en a des récentes aussi. Vous avez la meilleure. Ils ont fait une collecte pour les veuves des gars qui avaient été tués à l'évasion du trafiquant de drogue qui est parti se réfugier en Roumanie. Comment il s'appelle? C'était fait tondre les cheveux. Là. Ils l'ont ramené de Roumanie. Et ils ont fait une cagnotte en ligne pour les veuves, ils l'ont gardé pour eux.
Il s'agit là de Jean Messia, accusé d'avoir encaissé 42 000 € d'une cagnotte destinée aux veuves des agents pénitentiaires tués pendant l'évasion de Mohamed Amra. Enfin voilà, les deux veuves ont porté plainte. Mais alors vous êtes venu avec le code vestimentaire, mais aussi vous représentez de par votre âge et de ce que vous avez vécu. Aja, vous avez dit que vous étiez de Dordogne aussi. Vous représentez un petit peu aussi la culture de la Dordogne. Mais alors, si le canon français organise quelque chose à la filature, est-ce que vous irez, est-ce que vous boycotterez ? C'est inadmissible que des traîtres, des pourris, n'est-ce pas, parce que quand même, quand on travaille normalement, même si le salaire dépasse le SMIC, à la fin du mois, ça ne va pas. Comment ils font pour avoir tous ces sous ? Comment ils font, n'est-ce pas ? Donc j'ai travaillé dans ce milieu, j'ai travaillé chez Total, je n'ai pas fait que la Dordogne, c'est des escrocs. Des escrocs, mais des escrocs de haut vol, voilà, et qui s'amusent avec les gamines, etc. On a la preuve. La gamine là, qui est assassinée, sa copine, elle a fait des 52 déclarations de viol à la police. Vous parlez de ce qui s'est passé dans le Gers, Liana ? Voilà. Oui. Sa copine. C'est vous qui le dites. Après, non, c'est sur les journaux. J'ai pas cette info pour l'instant. Si, il y a l'info. Elle a une copine la mère a porté plainte 52 fois, enfin pour 52 viols à la gendarmerie. Les gendarmes l'ont pris à la police du coin, dans le Gers, où c'est arrivé. A dit non, c'est pas grave, oui. Faut voir, voilà. Oui, ça a été ralenti. Voilà. Et vous préférez le canon français ou une belle taoulade à la Félibrésade ? Eh bien, oui, je vais répondre un peu comme les Normands, mais je préfère évidemment la Félibrée. Ceci dit, il y a des éléments qui ne sont pas toujours clairs à la Félibrée. Si on veut avancer, si on ne peut pas atteindre 50 degrés au soleil, il faut quand même faire autre chose que le canon français et que la Félibrée, n'est-ce pas ? Mais la Félibrée, c'est très bien. Vous parlez plus d'écologie alors, voilà. Peut-être un banquet. Pas sur l'occitan, malheureusement, mes parents et mes maîtres m'ont empêché de le parler. Mais je l'entends, je le comprends très bien. Voilà. Ça, malheureusement, c'était interdit à une époque. Voilà. Et merci, monsieur. Monsieur, vous êtes aussi devant ce rassemblement contre le canon français. Et quelle était la raison première qui a motivé cette venue ? Mon grand-père a été arrêté par les grands-parents de ceux qui organisent ce truc-là. Il était coiffeur dans les rues Neuves à Périgueux. Alors il y a 3 personnes qui organisent, vous parlez duquel ? Je parle de ce genre de choses qui sont organisées au niveau national, parce que c'est pas uniquement à Périgueux. Et je suis en train de dire à monsieur le maire de Périgueux que Périgueux ne sera jamais une ville fasciste. Et même s'il a besoin des voix des fachos, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il fasse, parce que là il est en train de se griller là, complètement. Revenez vers votre grand-père, parce que vous disiez que... Oui, mon grand-père a été arrêté par la police de Vichy. Et les gens de Vichy, c'est le descendant du Front National, et donc c'est exactement ce courant de pensée qui est en train qu'ils veulent organiser, soi-disant sous couvert d'un repas, je ne sais pas trop quoi. En réalité, c'est un repas d'extrême droite, raciste, fasciste, voilà. Et vous parlez de Léon Galtier, par exemple, qui est un ancien de la Waffen-SS et qui est cofondateur avec Jean-Marie Le Pen du Front National. Mais oui, c'est toute cette mouvance. C'est tout ce qu'on est en train de voir ressurgir. Avant, ils avaient honte, ils se cachaient, etc. Mais maintenant, ces gens-là, ils ont open bar dans les médias, un petit peu partout, vous voyez bien. On écoute France Inter, c'est des gens du Front National en permanence. Enfin bon, voilà, on est en train de vivre ça. Et non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a une dédiabolisation, c'est ce que disent les médias, c'est pour ça que maintenant ils peuvent les inviter. Le Front National, le Rassemblement National n'est plus le Front National. Ah bon, d'accord. Pourtant c'est les mêmes idées, c'est les mêmes choses et c'est les mêmes personnes surtout. Voilà, si on gratte un petit peu, il ne faut pas gratter beaucoup pour se rendre compte que c'est exactement la même chose. Les groupes qui sont fascistes et qui luttent contre les antifascistes, de la Jeune Garde par exemple, toutes ces personnes, est-ce qu'elles votent Front National ? Je pense que quelque part, oui, ou en tout cas, c'est des idées qui sont en train de monter. Mais c'est tout ce qui se passe en permanence, quoi. C'est cette montée de la haine qui est attisée par ces gens-là, quoi. Et la haine, forcément, en 1940, c'était les communistes, c'était, vous savez, les premiers qui ont été dans les camps de concentration en Allemagne, c'était les Tziganes, c'était les communistes, c'était, voilà. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses, quoi. Voilà, moi, je ne peux pas.
En tout cas... Après, sinon les camps vont revenir et par exemple, ils appellent ça des hubs maintenant, des hubs de remigration en Europe et ça va être validé. Et vous en pensez quoi de ce genre de choses? Eh bien, on va avoir ICE comme l'a fait Trump aux États-Unis. C'est la même chose que l'on veut. Non, on a besoin de ces gens-là. Ils viennent travailler. Ils viennent pour faire beaucoup de fric. Hein, les immigrés, la plupart des immigrés, ils viennent pour faire du fric pour l'impérialisme et le capitalisme. Ça, c'est la première chose. On les laisse venir. Mais ils contribuent aussi à la société. Et après, on va essayer de fermer. Et ils payent des impôts. Et en plus, ils payent des impôts. Hein. Mais on s'en sert et bien souvent, regardez ceux qui s'en servent le plus. C'est ceux qui voudraient les interdire. Bon, bref. Et alors, si je vous dis que c'est important de mettre une ICE, par exemple, parce que ça enlèverait toutes ces manifestations de, entre guillemets, gauchias, comme ils disent, et ce qui crée du désordre, il faut de l'ordre. Vous le pensez, c'est pour ça que vous avez un casque sur la tête ou quoi? Un casque de vélo, hein, pas un casque militaire. Et il fallait de l'ordre parce que la guerre va arriver et la menace des Poutinolâtres et des Poutines... Je suis un petit peu désolé de dire qu'actuellement, il suffit pas d'être... il faut pas être aveugle. La guerre, elle est faite par qui? Elle est faite par Trump, la guerre. Elle est faite par l'impérialisme états-unien. Et donc, en Ukraine aussi. Pardon? En Ukraine aussi. Ben oui, quelque part. Hein. Moi, je ne suis pas ami avec le Kremlin ou avec l'Union soviétique, ça n'existe plus. Il faut le leur dire d'ailleurs aux gens de droite. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, on a quand même été un petit peu provoqués les Russes et que bon, voilà quoi. On savait très bien, il a prévenu, etc. Bon, alors la guerre en Ukraine. L'ultimatum, oui, hein, avec pas de base américaine, les 12 bases à la frontière. 12, et maintenant on peut regarder combien il y en a partout, quoi. C'est un truc de fou. Non, et il faut... Je veux dire, voilà, il y avait, vous savez, on est en train de revenir sur quelque chose qui a été justement créé par l'après-guerre. On a essayé, après-guerre, de mettre en place des structures qui allaient faire en sorte que les gens puissent, avant de se mettre sur la figure avec des guerres, qu'ils puissent un petit peu raisonner, un petit peu se... Trump est en train de tout démolir ça parce que ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Les écoles freinées antimilitaristes vont être écrasées par ICE, Trump et puis certainement. Les conservateurs. Je ne sais pas s'il y en a des écoles comme ça aux États-Unis, mais oui. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, on ne sait pas si elles se font matraquer par la police non plus. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organigramme qui a été fait par l'Observatoire des multinationales sur l'empire économique et médiatique un petit peu de Pierre-Édouard Stérin? On est en train de vivre ça, effectivement. Ça sort, c'est une suite logique. Ça prouve que le grand capital a tout intérêt à ce qu'il y ait des gens d'extrême droite. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait ce genre de choses. Et vous voyez, ils ont intérêt à ce qu'il y ait de la haine. Hein, bon, en 1936, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. Hein, on est d'accord. Bon. On revit cette chose-là, quoi. On revit cette chose-là. Et il y a quand même, il y a quand même 30% des gens en France qui sont des idiots et qui vont dans ce sens-là. 30%, ça devient dramatique. Oui, et c'est médiatique aussi. Hein. C'est parce que médiatiquement ils sont invités. Dramatique et médiatique, on est d'accord. Et d'ailleurs, ils ne sont pas clairs sur des questions assez importantes aussi. Bien entendu. Législatives. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez bien que le Front National qui représente soi-disant les ouvriers français, etc., chaque fois qu'il y a une mesure... Le salaire minimum, par exemple, hein, ne serait-ce que ça. Ou la taxe Zuckman qui a été votée. Etc. C'est des dizaines et des dizaines d'exemples permanents qui font que, effectivement, le Front National est à côté vraiment de ce qu'il raconte. Il a la devanture, la vitrine et ce qui se passe derrière. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Mais qui le disent. On va organiser un repas du Front National à Périgueux, qui le disent, clairement. Qu'ils arrêtent de nous raconter des histoires. Après, il ne se cache pas, hein, Pierre-Édouard Stérin, parce que son projet s'appelle Périclès. Oui, lui, il ne se cache pas, mais ce truc-là, on est en train de manifester contre quelque chose qui se passe. Ça se passe ou ça se passe pas, ça ne va pas changer grand-chose. Mais en attendant, on sait très bien qui est derrière et comment et pourquoi. Alors, pour donner un contre-banquet, où est-ce que vous allez, par exemple, pour faire des marchés paysans ou pour faire des repas à la ferme? Moi, j'ai plein d'amis et chez moi, ça se passe bien. Hein. Si vous voulez venir boire un coup, un jour, vous pourrez venir. Non, mais il y en a plein en Dordogne. Donc, on est d'accord, on est en Périgord. Et Pêche-Charmant, par exemple, pourrait trouver d'autres occasions. D'ailleurs, il y a des viticulteurs de Pêche-Charmant qui sont opposés. Ouais, ils ne sont pas très contents de la faire, oui, effectivement. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup.
la Confédération paysanne vient de mettre une banderole et puis une bâche avec marqué « On ne sera pas de la chair à canon » pour le canon français. Et vous êtes représenté, Amalia, de la Confédération paysanne. Vous avez vous-même à la Confédération paysanne des viticulteurs qui font partie de l'appellation Bergerac, pas forcément Pécharmant, même si on a vu des articles dans Reporter par exemple de certains de Pécharmant qui sont contre. Vous êtes venus pour protester aussi On est venu pour protester parce qu'on n'est pas d'accord avec le fait que l'extrême droite s'approprie les idées du terroir, le patrimoine viticole de Dordogne et qu'on pense que ça doit être inclusif et réservé à tous. Les traditions aussi. Non, les traditions, elles sont à tout le monde et elles ne sont pas que à l'extrême droite. On peut comprendre quand même le Rassemblement national et tous ses exécutants, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, Pierre-Édouard Stérin qui a son bras droit qui s'appelle François Durvy, un conseiller de Jordan Bardella et qui est dans le Optium Capital, donc qui a été mis à la foncière du bien commun qui finance, bon c'est tout, faut regarder l'organigramme sur le site de Radio Libre en Périgord, il est assez complexe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du clientélisme avec le milieu agricole. Vous le ressentez aussi chez vos collègues. C'est se servir justement de ces idées-là, le terroir, le savoir-faire, et c'est les utiliser pour le compte de l'extrême droite, alors que nous, on défend aussi le terroir et le savoir-faire, mais qu'on n'est pas d'extrême droite. C'est ce qui nous pose problème essentiellement. Les agriculteurs, pourquoi, à votre avis, votent-ils au Front National ? Alors j'ose espérer qu'ils ne votent pas tous pour le Front National. Oui. Cela. Ils votent pour le Front National parce qu'on traverse une énorme crise agricole auquel les politiques précédentes n'ont absolument pas répondu et du coup ils choisissent de s'orienter vers un discours radical et populiste qui les anime plutôt que de se concentrer sur les vrais problèmes qui sont les nôtres. Et vous, ce qui vous a fait comprendre Parce que moi j'adhère à des valeurs qui ne sont pas celles du Front National, à savoir celles de la solidarité, de l'égalité et du respect de la biodiversité, et ils sont à l'encontre totale de ces idées-là. Et les prix planchers ? Alors les prix planchers, c'est aussi une idée qui est défendue depuis très longtemps par la Confédération paysanne et qui n'a jamais eu besoin de l'extrême droite pour véhiculer l'idée. Par exemple, il y a des solutions en fait. Il y a des solutions et en fait il faut y répondre par autre chose que par des mesures pansement et il faut vraiment réformer le système agricole et se concentrer sur des enjeux qui sont plus larges que simplement la question agricole. Il faut nourrir la population et il faut la nourrir de manière locale. Bon Amalia, je vous pose la question, mais je sais un petit peu la réponse. Comment vous distribuez ? Parce que on a enregistré donc sur une autre façon de distribuer les produits agricoles. Il n'y a pas forcément que la grande distribution. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver l'enquête parlementaire et le résumé qui a été fait sur Radio Libre en Périgord là-dessus. L'enquête sénatoriale sur les marges de la grande distribution. Alors vous, comment vous pouvez vendre vos produits ? Moi, je les vends au marché et je les vends dans un magasin de producteurs. Et du coup, comme ça, je n'ai pas d'intermédiaire et c'est directement les gens qui me rémunèrent justement. Et à votre avis, comment la grande distribution pourrait s'améliorer et faire en sorte que plus de produits locaux viennent Non, c'est pas possible. Je pense que plus on se passera de la grande distribution, plus on sera autonome et meilleur on s'en sortira. Est-ce que la vente sur les marchés et avec des épiceries locales peut fonctionner à grande échelle ? Si tous les consommateurs s'y mettent, oui. Ouais. De manière organisée, de manière hyper locale, je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Peut-être que pour des productions un petit peu plus éloignées, il faut réfléchir autrement ou les faire venir dans ces épiceries locales. Mais je pense que c'est possible. Si chaque territoire se reconcentre sur ce qu'il sait faire et comment fournir sa population locale, on peut avancer. Ouais. Mais ça ne fait pas partie des volontés publiques actuellement. Nous, on a la chance en Dordogne d'avoir cette politique-là, mais ce n'est pas l'apanage de tous les départements autour. Et merci Amalia. Merci à toi. Je suis tombé sur des retraités viticulteurs. Vous étiez dans un domaine viticole dans le Bergeracois. Vous et votre mari. Oui, enfin moi je travaillais dans l'enseignement agricole. Mais vous êtes femme de paysan, de viticulteur. Voilà, je suis femme de paysan et j'ai aussi exercé. Et fille de paysan, oui.
En fait, l'article de Reporter qui parle de cette histoire du canon français à Périgueux rappelle que en fait, c'est l'ex-président de l'AOCP Charmant qui est parti depuis, qui s'appelle Didier Roche, qui a appelé, selon Reporter, les deux organisateurs et qui sont actionnaires avec Pierre-Édouard Stérin du canon français pour qu'il y ait à Bergerac, pour l'anniversaire des 80 ans de l'AOCP Charmant, qu'il y ait le canon français qui soit organisé. Et pourquoi, à votre avis, l'AOCP Charmant a voulu organiser le canon français? Est-ce que c'était une erreur? Ça, je peux pas vous dire. Je ne connais pas Monsieur Didier Roche et je sais pas. Alors après, moi, ce qui me pose question, c'est est-ce que tous les paysans de l'appellation Pecharmant ont souhaité bosser avec le canon français? Je ne crois pas. Je crois que il y a peut-être dans le Pecharmant des gens qui sont proches des gens du canon français, c'est tout. Peut-être. Et qui sans doute dirigent peut-être l'appellation aussi, puisqu'il n'est pas président là, le Didier Roche. Il est l'ancien président de l'AOCP Charmant. Mais il y a aussi une tradition conservatrice dans le milieu viticole et qui subit aussi pas mal de désaventures par rapport au changement climatique. Maintenant, les viticulteurs doivent arracher leurs pieds et ça leur fait mal au cœur aussi. Oui, non, mais on comprend tout ça, hein, mais moi je me dis aussi que l'agriculture, ils sont victimes justement de toute cette mainmise de l'extrême droite, puisque c'est ça en fait, sur l'agriculture, parce que l'agriculture, elle a été aussi oubliée des gouvernements précédents, quoi. Et donc maintenant, c'est vrai que la Chambre d'agriculture, elle est tenue par la coordination rurale. Enfin bon, il y a tout un truc, c'était pas la Dordogne, ça, quand même. Mais ça a été aussi l'oubli d'une certaine gauche après le tournant de la rigueur et la mondialisation qui a fait que il y a des produits comme du whisky qui a été bien consommé par les jeunes et qui boivent du whisky coca au lieu de boire du vin, et maintenant le vin ne se vend plus en France pour les jeunes par exemple. Oui, c'est vrai, les jeunes ils consomment plus trop de vin, ils consomment de la bière maintenant, voilà quoi. Et c'est la mondialisation, ça, une certaine gauche a voulu foncer dedans quoi. À laisser faire, et donc on en est là aujourd'hui, quoi. Plus le réchauffement climatique qui fait qu'il y a des problèmes au niveau viticole, mais au niveau agriculture en général. Et puis après, on a aussi surproduction aussi de vin. Hein. Je veux dire, dans le monde du vin, il s'en produit partout. Hein. Donc, et la consommation baisse, donc forcément. Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce truc-là, du canon français, là, c'est. Alors, il y a ça, il y a aussi, j'ai vu, mais le Lot-et-Garonne organise aussi des colloques ou des réflexions sur la ruralité. En ce moment, l'extrême droite travaille beaucoup sur les questions de ruralité. Il y a un secteur là... Une clientèle. Je peux vous poser une question sur le bio, par exemple. Parce que le bio, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le vin et en fait c'est complexe. Alors, avec les maladies. Combien de pourcentage de pertes il y a si on se met en bio par exemple? Ça dépend, hein. Il peut y avoir peu comme il peut y en avoir beaucoup. Si c'est des années pluvieuses, c'est très compliqué. Et en plus, il y a dans le sud, sur des terrains plus secs, on arrive à maîtriser la pousse des herbes, des mauvaises herbes. Donc c'est déjà plus facile, il y a du vent, il y a du soleil. Sur la région, s'il y a un printemps pluvieux, c'est très difficile parce qu'ils ont droit, en bio, on a droit qu'à la bouillie bordelaise, au cuivre et au soufre. C'est tout. Bordelaise. Voilà, donc c'est pour ça que... C'est des produits qui se lavent à chaque pluie et ça peut être très compliqué, quoi. Mais cette année, je pense que c'est une belle année en sanitaire, quoi. Sur les conditions de printemps ont été relativement bonnes. Parce que c'est aussi une des raisons pourquoi il y a une baisse de consommation aussi. C'est le fait qu'on ait multiplié le nombre de pesticides. En plus, le bio, c'est difficile de produire du bio à moins cher qu'actuellement. Et le pouvoir d'achat des gens, il y a des gens qui ont quand même des petits moyens pour acheter les vins bio, parce que le vin bio sera forcément plus cher, devrait être plus cher en tout cas.
Et là aussi, il y a des négociations avec les grandes surfaces qui vendent le vin et qui sont sans vergogne. Les grandes surfaces, bien sûr, elles achètent en plus grande quantité, donc elles négocient les prix. Vous vendiez comment quand vous vendiez votre vin en Bergerac? Moi, j'étais coopérateur. Donc la coopérative s'occupait de tout. Alors, on vendait en vrac et en bouteille. Vous aviez vu une baisse des prix chaque année alors ou c'est resté un prix identique? Bergerac a toujours été en bas du tableau, c'est au niveau prix. Ouais. Là, c'est un peu remonté les dernières années parce que Bordeaux s'effondre, donc pour l'instant, Bergerac n'avait pas de stock, donc les prix sont tenus. Mais là, ça va être compliqué maintenant, parce que en plus, les coopératives ont beaucoup de difficultés parce que beaucoup de vides se sont arrachés. Et bien maintenant, il faut l'amortissement des investissements en cave est plus compliqué avec moins de volume. Voilà, les investissements avaient été faits pour des plus gros volumes. Mais la consommation, notamment chez les plus jeunes, on voit bien comment ils consomment le vin, c'est très peu par rapport à la génération d'avant, aux générations d'avant. Là, c'est les retraités qui boivent du vin, les gens un peu plus vieux, mais les jeunes boivent plutôt de la bière, des alcools. Alors ils en boivent un peu encore, mais la consommation baisse. Voilà. Ça peut changer. Il suffit peut-être de médiatiser un petit peu plus et puis de rémunérer comme il faut. Je sais pas, parce qu'en plus là, avec le changement climatique, il y a des vins beaucoup plus alcoolisés parce que la chaleur, il fait très chaud depuis le printemps, d'ailleurs on en a la preuve. Tout l'été, on vendange, quand arrivent les vendanges, le degré d'alcool est plus élevé qu'il y a 20 ans. Donc on fait des vins qui plaisent moins parce qu'ils font 13, 14, voire 15 degrés. Et là, ça devient compliqué à voir ça. Bon, alors, on pourrait dire qu'il y a aussi d'autres banquets qui s'organisent que le Canon français. Et vous en connaissez peut-être des banquets que vous voulez médiatiser, des dîners à la ferme Il y en a, oui, mais il y en a partout. Il y en a partout. J'ai vu justement sur Reporter ou sur un autre article, je ne me souviens plus exactement, qu'il y avait des gens des appellations de Bergerac qui voulaient organiser un banquet parallèle, qui ne voulaient pas être associés justement à ce banquet du Canon. Là. Oui, souvent, parce que c'est partout en France que des banquets canons français sont organisés, parce que les élections approchent, et peut-être que parce qu'il y a des milliardaires qui sentent qu'ils perdent le pouvoir. Mais il y a eu des contestations à chaque fois, à chaque endroit de France où c'est organisé. Est-ce qu'à chaque fois c'est organisé en milieu rural ou c'est en milieu rural Oui, parce que ça valorise, soi-disant, le patrimoine local. C'est comme ça qu'ils s'annoncent pour valoriser la production locale, etc. Il y en aura peut-être un dernier à Paris avec la présence de personnalités politiques. Comme de toute façon, ils sont formés à l'Institut de formation politique, qui fait partie du projet Périclès pour certains. Ah, d'accord. Vous avez l'organigramme là du... Oui, d'accord, de ce terrain-là. Ouais, d'accord. 15 millions pour s'organiser, 15 millions par an, 150 millions en 10 ans pour pouvoir mettre en place ces opinions politiques. Mais merci en tout cas pour votre témoignage sur le monde agricole, le monde viticole. Tel qu'on l'a connu, parce que maintenant ça a beaucoup changé, mais bon, merci à vous. Ça doit changer. On continue le micro-trottoir avec quelqu'un qui a subi les conséquences de ce laxisme, de laisser faire les idéologies d'extrême droite se mettre en place. Je parle de la librairie Les Bulivores. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer pourquoi, pendant les élections européennes, tu as subi toute cette impunité ? Moi c'est Guillaume, des Bulivores. Effectivement, on avait fait lors des élections anticipées des législatives une vitrine avertissant des dangers de l'extrême droite et de ces partis suprémacistes qui risquaient d'arriver en tête à l'Assemblée. Et c'est autorisé, on a le droit d'afficher ses opinions politiques sur les vitrines. Totalement, de toute façon, après tout, c'est une vitrine. Et non, c'était aussi une communication des auteurs de BD, qui s'est levé contre ça. Et on s'est fait péter la vitrine le lendemain de la soirée électorale. Il y avait un mot en même temps ou juste une vitrine cassée ? Non, vitrine cassée. C'était des affiches contre une vitrine cassée. Je trouve que le prix est un peu cher à payer. Vous avez porté plainte ensuite
Oui, mais sans y croire, ça c'était pour l'assurance. Ouais. Il n'y a pas de caméra qui a vu Non. qui c'était, etc. Non, on en a mis depuis. mais on faisait confiance aux gens. On se disait, notre vitrine ne leur plaît pas, ils viendront me parler. Et du coup, il y a eu une opposition qui a fonctionné à Bergerac, par exemple, et que finalement, ces gros sous qui financent le canon français, avec l'organigramme que j'ai présenté à pas mal de monde ici avec Pierre-Édouard Stérin. Bah oui, Cette pieuvre s'étend aussi à Périgueux. Ce qui est problématique, c'est qu'il a été invité par le maire pour le coup cette fois-ci, et ça a été vraiment récupéré, enfin visiblement d'après les témoignages du canon français lui-même. Stérin, les gens commencent à le connaître, mais trop peu de gens commencent à le connaître en fait, et on alerte les gens depuis des années sur le projet Périclès, sur sa façon d'essayer de s'accaparer des médias, de s'accaparer des lieux de culture, etc. pour financer et mettre au pouvoir l'extrême droite. Donc, qu'il y ait aussi peu de réactions face à des événements comme ça, que Pécharmant assume le fait d'inviter le canon français, soi-disant dans une démarche apolitique. Désolé, mais c'est pas être apolitique. On ne peut pas être, le fascisme, soit on est contre, soit on approuve. Et on ne peut pas être tiède face à des idéologies comme ça. Et donc on ne peut pas être apolitique face au fascisme. Et alors, quel BD conseiller pour en savoir plus sur cette question ? Il y en a pas mal. Mais je vais conseiller... Ça me pose une colle. Alors pas forcément sur le monde agricole ou les banquiers, mais sur l'extrême droite. Non, en fin d'année, ils vont sortir l'adaptation du livre de Joanne Chapoutot, Les Irresponsables. Rien que celui-là, il va falloir le mettre sous tous les arbres de Noël. Qui a fait une longue série sur Blast, le souffle de l'info. Totalement, ouais. Donc un historien. Et Chapoutot, un historien spécialiste des extrêmes droites, qui est passionnant, qui est vraiment... blindé et très solide sur ses connaissances en fait, et qui essaie d'avertir actuellement ce qu'il en est. On méconnaît l'histoire. Ouais, et en attendant, on peut toujours, c'est les vacances qui arrivent, on peut toujours lire, il y a le cahier de congés payés de Tiens, aux bandes détournées. C'est des jeux, on s'éclate, on apprend des trucs dessus. Et, qui a le front le plus populaire. Voilà, c'est exactement ça, il faut reconnaître les fronts populaires, c'est juste les chevelures des gars. Voilà, par exemple. Merci Guillaume. Avec plaisir.